Marie-Josée Pérec, championne d'Europe du 400 mètres. Nous la retrouverons dans quelques instants en direct d'Helsinki. Jean Galfionne, médaille de bronze au concours de saut à la perche. Les incendies de forêt, la situation s'est stabilisée en Corse, dans la région de Bonifacio, mais les responsables de la sécurité civile sont toujours très inquiets d'une reprise des vents là-bas. Plusieurs alertes aujourd'hui sur le continent. 22 militants ou sympathisants présumés du FI se sont désormais assignés à résidence dans l'Aisne. Charles Pasqua confirme son intention de poursuivre les opérations de sécurisation dans les grandes villes. Invité de ce journal, le socialiste Henri Emmanuelli, qui nous dira ce qu'il pense des décisions du ministre de l'Intérieur et de la politique à suivre vis-à-vis des islamistes algériens. Madame, Monsieur, bonsoir. Marie-Josée Pérec n'a pas craqué. Elle a brillamment remporté tout à l'heure, c'était en direct sur France 2, la finale du 400 mètres au championnat d'Europe d'Helsinki. Récit haletant, signé Christophe Duchiron. Il y a des visages qui respirent le bonheur, un bonheur bleu-blanc-rouge, rouge comme la casquette qu'elle porte à l'américaine. Marie-Jo Pérec vient de remporter son 400 mètres, la France vient de remporter sa première médaille d'or. 1 heure avant la course, dansons sur la piste. Échauffement synchronisé avec John Smith, son entraîneur américain. C'est le ballet de la gazelle de Guadeloupe. 18h50, la voilà seule en piste. Pour Marie-Jo, ce 400 mètres ne sera qu'un voyage en solitaire, parce qu'elle va trop vite, parce qu'elle est trop forte. Bien vite, malgré le décalage avec les autres concurrentes, Marie-Jo est seule en tête. Au couloir 4, sa longue foulée l'emmène vers le succès, et le succès, Marie-Jo connaît. Championne du monde en 1991, championne olympique en 1992, il lui manquait un titre de championne d'Europe pour parfaire un fabuleux palmarès et dire qu'elle n'a que 26 ans, Marie-Josée Pérec est une perle rare. En 50 secondes et 33 centièmes, elle s'impose devant Smith l'anglaise et Goncharenko la russe. À l'arrivée, à peine essoufflée, mais si heureuse. Pour Marie-Josée la gazelle, au bout de l'effort, il y avait une médaille d'or. Oui, pour l'athlétisme français, Marie-Josée est une fille en or, et en plus, elle a un drôle de caractère. Voilà, la championne satisfait actuellement aux exigences du contrôle antidopage. Nous la retrouvons dans quelques instants en direct d'Helsinki. Je vous propose en attendant de voir les autres compétitions du jour et notamment le concours du saut à la perche où l'on attendait un exploit de Jean Galfionne. Laurent-Frédéric Bollet. Une holla finlandaise pour les perchistes, mais oui, car le concours aura été de toute beauté. On attendait Jean Galfionne, il aura été presque présent au rendez-vous. Lors de son essai à 5,85 m, c'est l'espoir le plus grand qui naît dans le clan français, car Jean efface cette hauteur superbement. À ce moment, Galfionne est en tête du concours, il a passé toutes ses hauteurs au premier essai. À 23 ans, la consécration semble se dessiner pour le Parisien. Mais quelques minutes plus tard, on le retrouve à 5,95 m. Pourquoi une telle hauteur? Parce que Jean tente un pari, celui de conquérir l'or par un saut ultime et fou. Un pari qui échoue car cet homme, Igor Trandenkov, a auparavant réussi le sien. Il est en effet passé à 5,90 m et il est serein le Russe. Le match France-Russie a tourné à son avantage. A signaler aussi le très bon concours de Philippe Collet. Le Grenoblois a passé 5,80 m. Ça méritait bien un saut arrière. Et pour repartir de l'avant, on espérait en Jean-Charles Trouabal pour le 200 mètres. Jean-Charles qui est au couloir 5 mais qui porte un bandage à la jambe gauche. Le réveil d'une petite blessure qui handicape peut-être le meilleur sprinter français. Trouabal qui termine 5e, vainqueur le Norvégien Mohn, déjà médaillé d'argent aux 100 mètres. Bilan français donc, 1 médaille d'or et 2 médailles de bronze, ça s'améliore quand même. Voilà, comme promis, nous retrouvons Marie-Josée Pérec en direct d'Helsinki avec Patrick Montel. Marie-Josée, bonsoir et félicitations. Je vais enfin pouvoir vous poser, si vous m'entendez, la question que tout journaliste rêve de poser à un champion sportif. Est-ce que vous êtes content d'avoir gagné ? Je n'entends rien. Est-ce que tu es contente d'avoir gagné, Marie-Jo? Ben écoutez, faut pas que je... Oui, c'est parti, c'est parti. Allô? Vas-y, Marie-Jo. Est-ce que Bruno Mazur te demande si tu es contente de ton succès? Ben écoutez, je suis vraiment très contente ce soir. Bon ben, championne du monde, championne olympique. Ce soir, championne d'Europe. Bon ben, j'ai bouclé la boucle et c'est vraiment super, c'est extra. Je suis heureuse. Est-ce que c'est la même joie qu'à l'occasion de votre titre de championne du monde ou championne olympique? Parce que là, vous avez gagné avec toute une classe, il n'y a pratiquement pas eu de match.
Ben, c'est vrai que la course elle était quand même relativement facile. C'est vrai qu'avant bon, j'étais quand même assez sûre de moi. Mais bon écoutez, c'est un championnat d'Europe et bon c'est vrai qu'il n'y a pas les Américaines. Mais ce qui compte c'est la médaille d'or ce soir. Alors, est-ce que le fait d'être en Californie, aux États-Unis, avec John Smith, tout ça, on vous a vu vous entraîner, danser à l'échauffement, il y a une nouvelle Marie-Jo, quelque chose? Ben, c'est vrai, bon ben, je sais pas, je suis beaucoup plus cool, beaucoup plus décontractée, ça se passe beaucoup mieux. Par exemple, bon ben, John il vient avec moi à l'échauffement, il s'échauffe avec moi. Tout ça c'est nouveau pour moi, mais c'est extra, extra. Et la Marseillaise, elle avait vraiment le même goût aujourd'hui, vraiment? Parce que sur le podium, vous étiez un peu ému, en plus vous pensiez à des choses un peu tristes en plus, hein, je crois. Oui, c'est vrai que je suis un petit peu triste. Et bon, c'est vrai que ma victoire ce soir, je l'ai dédiée à la mère de Nat parce que c'est vrai qu'elle va très très mal. Elle est à l'hôpital et je pense à eux très très fort et j'espère que pour eux ça ira très très bien. Dernière question, Marie-Josée Pérec. Est-ce que vous allez faire la Nouba dès ce soir ou vous réservez sagement pour le relais? Bah écoutez, vu la 8e place de Francine, je suis très déçue. Donc je lui dois une médaille et écoutez, dimanche, je n'entends plus rien. Bruno, elle n'a même pas encore satisfait au contrôle antidopage, elle est venue tout de suite sur France Télévisions, elle a dû signer un papier comme quoi elle promettait maintenant d'y aller. Eh bien, nous allons lui rendre sa liberté. Merci beaucoup et encore une fois, félicitations. L'inquiétude est toujours très très vive en Corse où les incendies de forêt ont dévasté plusieurs milliers d'hectares, notamment dans la région de Bonifacio où une femme de 53 ans est décédée ce matin des suites de ces graves brûlures. Reportage de nos envoyés spéciaux, Anne Concinet, Patrick Domechmaker. Tout l'après-midi, le long de la côte qui relie Ajaccio à Bonifacio, les Canadaires ont repris leur va-et-vient entre la mer et la montagne. Objectif, maîtriser à la naissance la moindre reprise de feu, le moindre départ de feu. Les 4 incendies principaux n'ont guère progressé au cours de la journée, mais ce soir, on comptabilise 6000 hectares parcourus. 6000 hectares d'un paysage lunaire, sans couleur, comme en noir et blanc. C'est dans ce maquis du nord de Bonifacio qu'une femme a été grièvement brûlée hier. Elle est décédée ce matin des suites de ses blessures. La ville de Bonifacio et les touristes qui campent aux environs ont connu hier une journée particulière. Par moments, les routes ont été coupées et la ville isolée. Il a fallu évacuer 4 campings des environs. Les campeurs n'ont pu rejoindre leur tente que ce matin, après une nuit passée à la caserne Mont-Laure. On nous a dit, bon, il y a des flammes autour, etc. Donc c'est tout, on est parti se balader à Bonifacio et puis on a atterri à la caserne. On a dormi dans les bâtiments qui étaient vétustes, un peu par terre, mais enfin... Et nous retournons en Italie. Pourquoi? Pourquoi je ne sommes plus sûrs de la situation. Elle est trop risqueuse. Comme cette Italienne, beaucoup de campeurs ont préféré quitter la région, même si les campings ont finalement été épargnés et semblent aujourd'hui hors de danger. Après cette journée sans évolution majeure des différents feux, disons avec prudence que les services de secours envisagent l'avenir avec moins d'inquiétude qu'hier soir. Des renforts ont été envoyés de Lyon ou de Clermont-Ferrand vers le midi. Au total, 113 sapeurs-pompiers à bord de 40 véhicules. La sécurité civile a en effet classé les prochaines 48 heures journée rouge en raison des prévisions météo, tout départ de feu pouvant se révéler absolument catastrophique. Exemple, cette chaude alerte en début d'après-midi entre Aix et Marseille et ce reportage de nos correspondants Patrice Velay, Hervé Maury. Aix-les-Milles, au nord de Marseille, il est à peine 15 heures. Les flammes menacent quelques résidences secondaires. Un champ de chaume prend feu instantanément. Pompiers et voisins interviennent au plus vite et avec succès. Le vent il pousse comme ça, ça a sauté là, ça a sauté la route. En l'espace de 5 minutes. C'est la belle-sœur qui est venue, affolée, le feu, ben, tout de suite les tuyaux, et on arrose. Vraiment en angoisse et tout. Par là-haut? Oui, le camion il passe pas. Et vous passez sous le pont et vous montez tout droit. Le camion il passe pas. Passe pas, pour le petit. Dans la colline, à quelques centaines de mètres, le feu en liberté. En l'air, 2 Canadaires et 2 trackers. Au sol, les moyens du bord, une lutte dérisoire contre les flammes. Voilà, alors on est là, on a les moyens du bord. C'est pas grand-chose, mais pour 1 mètre, ça permet de sauver un pain, ça permet d'intervenir. Ça suffit, hein. Vraiment les pompiers de... Ça se passe, c'est que c'est très difficile. Et quand on se trouve en plein milieu des flammes, c'est le manque d'oxygène. C'est tout. Vous avez essayé de combattre les flammes avec des petites brindilles, des branches, et à l'aide d'un seau d'eau et avec
Un tuyau avec peu de pression, c'est tout. Le feu a pris le long de la voie ferrée, simultanément, en plusieurs endroits, sans doute sur le passage d'un train. Après 2 heures de lutte, la centaine de pompiers maîtrisaient l'incendie. Les habitants du lieu venaient de connaître leur plus chaude après-midi de l'été. Et dans les Alpes-Maritimes, le village de Bonson, à 30 km au nord de Nice, a été isolé une bonne partie de l'après-midi par les flammes. Une épaisse fumée gênant considérablement le travail des sauveteurs. Reportage Yannick Aroussi, Didier Beaumont. Perché sur son piton rocheux, le village de Bonson a été pendant quelques heures cet après-midi coupé du reste du monde. Route d'accès bloquée par un éboulement et des flammes tout autour du village. Le feu était juste à quelques mètres de la mairie. C'est-à-dire que le feu est passé sur toutes les maisons sans faire trop de dégâts. 3 maisons ont été détruites, un habitant du village et 2 pompiers blessés. Tu vas suivre le GA et vous allez jusqu'à Bonson. En fin d'après-midi, après la réouverture de la route, des renforts ont pu rejoindre les secours qui étaient déjà sur place. Pour l'instant, pas question d'évacuation générale. Certaines personnes ont cependant souhaité partir, comme les 300 résidents de ce centre de vacances. Les flammes, effectivement, se rapprochent de plus en plus et c'était hors de question qu'il arrive quoi que ce soit à nos vacanciers. Depuis 13h50, 180 hectares de broussailles et de résineux sont partis en fumée. De très importants moyens sont sur place, 350 pompiers, 11 avions et 6 hélicoptères luttent contre les flammes et contre les éléments. Les moyens aériens dans ce relief ont été très gênés et ils n'ont pas pu toucher au bon endroit. Deuxième difficulté avec le relief, on a des zones qui sont totalement inaccessibles et dû aussi au fait du problème de la route, on a eu des difficultés d'accès pour pouvoir emmener des moyens sur cet incendie. Les pompiers espèrent pouvoir maîtriser l'incendie avant la tombée de la nuit. Les habitants des villages de Gillette et Bonson font avec eux le maximum pour sauver l'essentiel, leur maison. Les incendies de forêt touchent également l'Espagne et plus particulièrement la Catalogne et l'Andalousie. Plus de 270 000 hectares de forêt ont déjà brûlé et 22 personnes ont trouvé la mort en Espagne depuis le début de cette année. Un bilan qui risque hélas de n'être que provisoire au vu de ces images que nous commente Erad Fest. Au nord comme au sud, l'Espagne est dévorée par les flammes. Avec les vents forts, la sécheresse, les incendies ont redoublé de violence. Le parc naturel de Montseny en Catalogne brûle depuis hier. Les vents soufflent à plus de 70 km/h et déjà 3500 hectares sont partis en fumée. Dans la région de Valence, 20 000 personnes ont dû être évacuées. Canadair, hélicoptères, d'importants moyens ont été mis en œuvre. Mais cela ne suffit pas, les pompiers n'ont pas encore réussi à maîtriser le sinistre et les Espagnols sont bien souvent démunis. En Andalousie, les feux ont détruit plus de 2000 hectares de pins et de maquis. L'Espagne a pourtant déjà payé un lourd tribut. Depuis le début de l'année, 22 personnes sont mortes dans des incendies et 270 000 hectares de forêt ont été ravagés par les flammes. Après les menaces d'attentats proférées par des islamistes algériens du GIA, Charles Pasqua a bien l'intention de poursuivre les opérations de sécurisation qui se sont étendues la nuit dernière à plusieurs villes de province, notamment Lyon, Marseille, Bordeaux, alors que policiers et gendarmes étaient mobilisés pour la 5e nuit consécutive à Paris. Avant de revenir avec notre invité, le socialiste Henri Emmanuelli, sur l'efficacité ou non de ces opérations et surtout sur la politique à adopter vis-à-vis des islamistes algériens, le reportage d'Olivier Sioux et Philippe Deslandes. Le rituel est désormais bien établi. Nuit après nuit, Paris se couvre de policiers et la ronde des contrôles commence. Sur les 2 ou 3 000 personnes dont les identités sont à chaque fois dûment vérifiées, une cinquantaine en moyenne sont interpellées, la plupart du temps des étrangers en situation irrégulière ou des conducteurs en état d'ébriété. Des opérations certes médiatiques, mais sont-elles efficaces? Efficace? Je crois pas, parce qu'on m'a jamais demandé mes papiers. Alors. C'est trop vague, trop lâche, c'est pas suffisamment ciblé, c'est du délit de sale gueule, c'est tout. On en profite. Un scepticisme partagé par les associations antiracistes qui redoutent surtout les dérives que peuvent entraîner ces contrôles. Si on veut véritablement mener des opérations contre les intégristes, et ça on le demande depuis 5 ans, nous au sein de notre association, c'est effectivement d'aller carrément dans les lieux où ils se trouvent et non pas d'aller embêter des gens qui sont tout à fait honnêtes et respectueux des lois de la France. Ce qui est nouveau, c'est qu'aux critiques des associations antiracistes s'ajoute maintenant celle des syndicats de policiers. La lutte contre l'insécurité et le grand spectacle ne riment pas forcément, ne vont pas forcément ensemble, ne font pas forcément bon ménage. Il ne faut pas confondre opération coup de poing et opération coup de pub. En ordonnant des opérations coup de poing très médiatiques,
Charles Pasqua s'attendait sans doute à cette avalanche de critiques. Le ministre de l'Intérieur avait d'ailleurs pris soin d'y répondre à l'avance. Mais vous savez, monsieur Hart, si on ne va pas à la pêche, on ne prend pas de poisson. Charles Pasqua n'a donc pas l'intention de faire marche arrière. Bien au contraire, depuis la nuit dernière, les opérations coup de poing ont été étendues aux grandes villes de province, Lyon, Marseille ou Lille notamment. Et elles devraient se poursuivre au cours des nuits prochaines. Selon le mouvement des jeunes socialistes, ces gesticulations pascaliennes ont surtout pour conséquence d'accroître le sentiment d'insécurité et de psychose. Claude Chesson, au contraire, ancien ministre socialiste des Affaires étrangères et qui connaît bien l'Algérie, appuie totalement Charles Pasqua. Les intégristes nous ont déclaré la guerre, a-t-il dit, nous devons les combattre. Tout socialiste que je suis, j'estime que le gouvernement actuel se montre nettement plus éclairé sur cette question que le précédent, le gouvernement de Michel Rocard. Henri Menueli, bonsoir, vous êtes avec nous en direct de Bayonne. Quel est votre point de vue sur cette épineuse question? Vous êtes plutôt du point de vue des jeunesses socialistes ou de Claude Chesson? Écoutez, monsieur Mazur, je suis de mon avis et je vais vous le donner. Mon avis, c'est qu'on instrumentalise la question algérienne à des fins de politique intérieure française. Il n'est pas normal qu'en 1994, ce soit M. Pasqua, ministre de l'Intérieur, qui fasse la politique de la France en Algérie, et c'est d'autant plus anormal qu'il se trompe. Quand il dit qu'entre les intégristes partisans de la violence et l'armée, il n'y a rien, M. Pasqua oublie que plus de 2,5 millions d'Algériens se sont prononcés pour la démocratie. Ceux qui ont voté pour le FLN réformé, ceux qui ont voté pour M. Haït Ahmed. Et je crois que vouloir mettre face à face les partisans de la violence en ignorant ceux qui sont partisans de la démocratie et du dialogue est une erreur qui pousse à la radicalisation. Oui, ça pour la politique algérienne. On va revenir sur le plan politique dans un instant. Quant en France, sur les contrôles policiers, qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que tous ceux, comme viennent de le dire les syndicats de police, qui ont eu à régler les affaires de sécurité, savent qu'on n'attrape pas les terroristes comme ça sur les Champs-Élysées ou en faisant des barrages à grand spectacle. Ça, c'est fait pour pêcher des poissons électoraux et non pas pour pêcher des poissons terroristes, comme le disait M. Pasqua tout à l'heure. Est-ce que vous prenez au sérieux les menaces du GIA et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour y répondre efficacement? Je crois qu'il faut mobiliser toutes les forces de police spéciales. Il y a la DST, il y a les RG, il y a la police judiciaire, il y a tout un tas de corps de police qui savent traiter ce genre de problème qu'il faut prendre, bien entendu, très au sérieux. Encore ne faut-il pas d'ailleurs pousser à la radicalisation et tomber dans certaines formes de provocation. Moi, ce que je crains à travers ces barrages inconsidérés à travers Paris ou les grandes villes de province, c'est qu'effectivement, on tombe rapidement dans le délit de faciès. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour l'Algérie, ce n'est pas bon pour la France, ce n'est même pas bon pour la sécurité de la France. Oui, Emmanuel, dans un instant, nous allons revenir sur les difficiles relations entre la France et l'Algérie. Auparavant, je vous propose de faire un petit détour par Folembray, où 6 hommes ont été amenés hier près de cette fameuse caserne désaffectée, où sont donc désormais assignés à résidence 22 militants ou sympathisants du FIS, 21 hommes et une femme, pour un séjour qui pourrait être de plusieurs semaines. Reportage sur place, Valérie Astruc, Jean-Paul Mistron. Après 5 jours de silence radio, Jafar El-Ouari, porte-parole des militants islamistes, s'est décidé à parler. Une conférence de presse improvisée à travers les grillages de la caserne où il a renouvelé sa profession de foi. Moi, je dis que je suis un membre du Front islamique d'Issali, je ne le cache pas, et j'assume cette appartenance. Des opinions politiques et militantes qu'une minorité d'assignés à résidence ne partage pourtant pas. Sur les 22 assignés, il y a des gens qui ne sont pas concernés par cette mesure, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'engagement politique, surtout avec le Front islamique. En réponse à Charles Pasqua, Jafar El-Ouari a ainsi joué les avocats. Il a plaidé pour ceux qu'il estime injustement assignés à résidence. La mesure a été enfin de M. le ministre intérieur de limiter enfin les activités politiques des soi-disant des présumés militants du Front islamique, et il a pris dans le tas. Il a dit si on veut prendre du poisson, il faut aller à la pêche, mais son filet, il a pris tout. Enfin, le filet, il a pris le bon et le mauvais. Voilà, c'est tout. Parmi les derniers arrivants d'hier, ils sont 2 à avoir accepté de nous parler à visage caché. Ceux-là ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Ils estiment avoir été arrêtés sans raison. Je suis là, je ne sais pas pourquoi. C'est un grand point d'interrogation. Depuis hier, je suis là. Je ne trouve pas la réponse pourquoi je suis là. Et le problème, je redis toujours ça, on est là, mais on n'a pas à qui s'adresser. On n'a pas à qui... Il y a quelqu'un qui veut nous expliquer pourquoi on est là. Il n'y a personne. C'est la torture psychologique.
Moi, je suis un commerçant, je ne suis pas pratiquant, je n'ai jamais fait la politique, je ne tiens pas à faire la politique. Je travaille sur l'île, je suis un commerçant. Je mène très très bien ma vie professionnelle, ma vie privée. Je connais les gens bien. Jamais de problème avec la police, avec la politique, jamais, jamais, jamais. Cet homme passera ce soir derrière les grillages, sa deuxième nuit à la caserne. Mais il espère que son séjour à Follenvray s'achèvera plus vite que celui de ceux qui s'affichent comme militants islamistes. Avec nous toujours en direct de Bayonne, le premier secrétaire du Parti socialiste, Henri Emmanuelli. Est-ce qu'il faut, selon vous, relâcher tout ou partie de ces 22 personnes? Je crois qu'il faudrait d'abord que le ministre des Affaires étrangères et le Premier ministre s'expliquent et s'expriment sur la politique de la France en Algérie. Ça ne peut pas être M. Pasqua qui mène cette question, qui mène cette affaire. Ensuite, je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'il faut éviter la radicalisation. Alors, moi, je ne dispose pas des éléments qui permettent de dire s'il faut maintenir ou relâcher ces personnes. Je ne suis pas le ministre de l'Intérieur et les policiers ne me donnent pas les éléments d'enquête. Mais ce que je sais, c'est que si on veut attraper des terroristes, une fois encore, ce n'est pas par des opérations à grand spectacle. Ce que je sais aussi, c'est qu'en Algérie, il faut favoriser le dialogue et non pas pousser à la radicalisation en disant, comme l'a fait M. Pasqua, qu'entre les partisans de la violence, les intégristes islamistes, et puis l'armée, il n'y avait rien. C'est faux. Il y a la majorité du peuple algérien qui aspire au développement, qui aspire à la paix, à la démocratie. Et ça, c'est grave de faire ce genre de confusion. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à composer avec les dirigeants du FIS? Certains, notamment les Américains, estiment tout à fait inéluctable l'arrivée au pouvoir un jour des islamistes en Algérie et disent qu'il vaut mieux être plutôt avec eux qu'être contre eux. Moi, j'espère que cette arrivée n'est pas inéluctable, mais je suis plutôt pour une politique de dialogue. C'est évident que pour une politique de radicalisation. Et s'il y a des dialogues à mener avec des islamistes qui sont modérés, il faut le faire. D'ailleurs, à ma connaissance, M. Pasqua ne s'est pas privé d'envoyer des émissaires rencontrer des dirigeants du Front islamiste. Dernière question, est-ce qu'il faut organiser rapidement de véritables élections libres en Algérie et en tirer toutes les conséquences, même si ce sont les islamistes qui gagnent? Je crois qu'il faudrait favoriser le dialogue et le plus rapidement possible essayer de mettre un terme à l'enchaînement de la violence. Est-ce que ça passe par des élections? Il faudrait peut-être auparavant vérifier qu'elles sont possibles. Mais en tout cas, tout ce qui va dans le sens de la radicalisation est mauvais, tout ce qui va dans le sens du dialogue est souhaitable. Merci beaucoup Henri Emmanuelli, premier secrétaire du PS, pour ces réactions en direct de Bayonne. À l'étranger toujours, après le Rwanda, la contagion de la violence semble guetter maintenant le pays voisin, le Burundi, où les incidents se multiplient. 7 personnes ont été blessées hier par une grenade lancée sur le grand marché de Bujumbura, la capitale. Le président par intérim du Burundi a affirmé que son pays était, je le cite, au bord du gouffre et les patrouilles militaires ont été doublées dans la capitale. Au Zaïre, la présence de centaines de milliers de réfugiés rwandais génère une tension de plus en plus perceptible. Des émeutes ont éclaté la nuit dernière dans la ville de Goma après le meurtre d'un jeune Zaïrois par des parachutistes. Philippe Boisserie. Il était zaïrois, son métier, changer de l'argent dans un pays où les banques n'assurent même plus cette mission. Hier soir, un soldat l'a abattu. Alors, la foule est descendue dans la rue pour crier sa colère, pour demander vengeance. Une manifestation que les militaires zaïrois tenteront d'encadrer, puis de disperser, en tirant même en l'air. Mais chaque fois, le cortège reprendra. Avec les mêmes harangues à l'encontre de soldats qu'ils accusent de passer plus de temps à les racketter qu'à les protéger. De ces exactions, même les organisations humanitaires peuvent en témoigner. Comme les réfugiés rwandais, comme la population de Goma, elles sont elles aussi victimes des extorsions des militaires. Pendant plusieurs heures, la ville de Goma a donc été paralysée, les rues transformées en champs de pierre, au point de suspendre les distributions d'aide alimentaire dans les camps. Voué aussi à la vindicte populaire, le président Mobutu. Il est vrai que la région de Goma, le Kivu, est considérée comme un fief de l'opposition et de ce fait abandonnée depuis longtemps par le pouvoir. L'embrasement du Rwanda pourrait se montrer contagieux. Regain de tension autour de Sarajevo, où une fillette de 11 ans a été tuée par des tireurs serbes cet après-midi et où le pont aérien humanitaire a été suspendu, cela après des tirs contre des avions de l'ONU. Sur place, les observateurs s'inquiètent de plus en plus du renforcement des troupes aussi bien côté serbe que musulman.
Et le président Clinton a envoyé une lettre aux parlementaires américains pour leur dire qu'il demanderait d'ici la fin du mois d'octobre aux Nations Unies de lever l'embargo sur les armes si, bien sûr, si les Serbes bosniaques persistent dans leur refus du plan de paix international. Pour l'instant, le gros souci de la Maison-Blanche s'appelle Cuba. Fidel Castro ayant annoncé qu'il était prêt à organiser un nouvel exode des mécontents, les Américains, qui ont un très mauvais souvenir d'une opération analogue menée en 1980, ont semble-t-il prévu un dispositif de blocus maritime de la Floride en cas d'afflux massif de réfugiés cubains. Laurent Hakim. Leur joie n'est pas feinte, c'est le sourire d'hommes libres. En quittant Cuba, ils voulaient aussi échapper aux pirates de haute mer et aux requins. Alors plutôt que de s'embarquer sur une coque de noix ou de vieux pneus, ces 14-là, toute une famille, ont dérobé un petit avion agricole dont ils se servaient hier encore pour pulvériser l'engrais sur les cultures. À bord de leur coucou, ils ont gagné la Floride pour demander l'asile politique aux États-Unis. Tous les moyens sont bons désormais pour quitter l'île de Fidel Castro et de plus en plus les prises d'otages et la violence. Mardi, ce sont 26 personnes qui, à bord d'une vedette de la marine cubaine détournée, sont arrivées sur les côtes de Floride. Les autorités cubaines ont accusé ces candidats à l'exil d'avoir assassiné un officier lors de ce détournement, ce qui n'a pu être prouvé selon le département d'État américain. L'aggravation de la situation économique à Cuba pousse de plus en plus les habitants à tenter le voyage. La tension est montée à La Havane vendredi dernier. Un policier a trouvé la mort dans les affrontements. Depuis le début de l'année, les gardes-côtes américains ont récupéré plus de 5000 réfugiés cubains, c'est-à-dire plus en 6 mois qu'au cours de toute l'année dernière. Washington, déjà confronté à l'afflux massif de réfugiés venant d'Haïti, redoute une nouvelle édition de l'opération Mariel, montée par le leader Maximo en 1980. Cette année-là, 125 000 Cubains avaient été autorisés à quitter l'île. Les autorités de Washington avaient été totalement dépassées. Jimmy Carter y avait perdu toute chance de réélection à la présidence. Cette fois, les États-Unis se disent prêts à tout mettre en œuvre pour éviter une telle situation. Scandale politico-judiciaire en Allemagne où le président du parti d'extrême droite NPD, un homme qui persiste à nier le génocide organisé par les nazis, a été condamné à 1 an de prison pour incitation à la haine raciale, mais condamnation assortie d'un sursis et surtout d'attendus tout à fait stupéfiants de la part de magistrats qui rendent hommage à cet homme de caractère et encore à ses convictions sincères. Le parquet pourrait d'ailleurs ouvrir une procédure disciplinaire contre ces magistrats. En attendant, je vous le disais, c'est la tempête. Marc Maisonneuve. L'indulgence pour un révisionniste. Günther Deckert, l'homme qui ramène l'Allemagne à ses vieux démons. Ici, en réunion publique, le leader de l'extrême droite allemande, l'homme qui nie l'existence de l'Holocauste nazi. Deckert a été condamné à 1 an de prison avec sursis et 35 000 francs d'amende en juin dernier. Le tribunal de Mannheim justifie mardi sa décision, présentant l'accusé comme un bon père de famille, intelligent. Son seul crime, a dit le tribunal, est d'exprimer une opinion. Reconnu coupable d'incitation à la haine raciale et de propagande nazie, le bon père de famille. Le tribunal a été aveuglé par la personnalité du coupable. Pour la communauté juive, ce verdict est une incitation à la haine raciale. Le tribunal de Mannheim a fait son travail, mais la formulation du verdict est malheureuse compte tenu des circonstances et elle peut être mal comprise. Le vice-président des chrétiens démocrates a en tout cas demandé que des sanctions soient prises à l'encontre des juges. Le gouvernement de Bonn, critiquant le verdict, approuve le procureur de Mannheim qui a fait appel de la décision du tribunal. En Italie, l'un des avocats de la Fininvest, le groupe de Silvio Berlusconi, a été arrêté aujourd'hui dans le cadre d'une enquête pour corruption. À Aix-en-Provence, la cour d'appel a rejeté l'appel de Maurice Arex qui restera donc à la prison des Baumettes où il est incarcéré depuis le 1er août. Bernard Tapie a obtenu gain de cause contre le Crédit Lyonnais devant le tribunal de commerce de Paris qui a estimé qu'il n'y avait pas lieu de déclencher une procédure d'urgence pour récupérer les quelques 30 millions de francs que lui réclame la SDBO, filiale du Crédit Lyonnais, qui a décidé de ne pas faire appel. Aux Antilles, les 993 kilos de cocaïne saisis dimanche et mardi dans l'île franco-hollandaise de Saint-Martin ont été brûlés, vous le voyez, par les gendarmes guadeloupéens. Environ 990 millions de francs, près de 100 milliards de centimes, se sont ainsi envolés en fumée sous le regard attentif du procureur de la République de Basse-Terre. Selon les estimations de l'OMS présentées au Japon lors de la 10e conférence internationale consacrée au sida, il faudrait fabriquer et surtout utiliser 20 milliards de préservatifs durant la prochaine décennie pour arrêter simplement la propagation de cette maladie. En tout cas, les résultats d'une étude menée dans 10 pays européens auprès de 256 couples hétérosexuels, dont l'un est infecté par le virus du sida. Cette étude démontre de façon tout à fait éclatante l'efficacité du préservatif pour éviter la contamination entre partenaires séro-discordants. Précision avec Jean-Daniel Flézaquier et Michel Levasseur.
Vous assistez à la fabrication du seul vaccin efficace aujourd'hui contre le sida, et ce pour encore longtemps, le préservatif. Une enquête publiée aujourd'hui aux États-Unis et réalisée en France et en Europe le prouve. Cette enquête a concerné 250 couples hétérosexuels dont l'un des membres était porteur du virus du sida. Dans cette enquête, 124 couples ont pendant 2 ans utilisé régulièrement les préservatifs. Il n'y a eu aucun cas de transmission. 121 couples, en revanche, ont choisi d'utiliser le préservatif seulement quelques fois. Il y a eu 12 cas de contamination. Malgré une connaissance parfaitement claire du risque, malgré les campagnes d'information, la moitié des couples donc de cette étude a choisi de ne pas se protéger de façon régulière. Une attitude que les responsables de cette enquête ont du mal à comprendre. Au départ, je comprenais que certaines personnes ne puissent pas utiliser de préservatif du tout, en disant non, on ne veut pas, ou tant pis. Mais la plupart des personnes l'utilisent parfois, ou bien pour la moitié de leur rapport. C'est totalement incompréhensible, parce qu'on ne peut pas imaginer une demi-prévention ou une demi-conduite de sécurité sexuelle. Et pourtant, c'est dans la réalité comme cela que se réalisent les choses, parce que le passage à l'acte sexuel, si j'ose dire, se fait pas de façon rationnelle, et se fait pas dans des circonstances où l'on a une checklist de mesures à prendre. L'accès au préservatif n'est plus un problème, le prix du préservatif n'est plus un obstacle, c'est donc plutôt dans la gestion individuelle du risque que reposent les difficultés. Cette étude montre par exemple que les toxicomanes et les ex-toxicomanes ont parfaitement compris la nécessité de ne pas partager les seringues. Mais ces personnes ont toujours beaucoup de mal à assimiler les risques liés à la transmission sexuelle du virus du sida. L'amour, plus fort que la mort, c'est beau dans les films ou dans les romans, mais dans la vie, le sida tue même les amoureux. Alors, n'oubliez pas. Reconquérir les clients perdus à la SNCF, c'est possible, mais c'est difficile. Les caprices de l'ordinateur Socrate ayant fait fuir bon nombre de fidèles du rail, la SNCF s'est fixée pour objectif dès cette année de retrouver 80% de ses voyageurs perdus. Malgré de multiples campagnes de promotion ou de nouvelles tarifications attrayantes, cet objectif ambitieux ne sera pas atteint. Laurent Bailly. Pas de trêve estivale pour la SNCF qui s'évertue à redorer son blason. C'est que le diagnostic est sévère. 7 millions de voyageurs perdus l'an dernier, on a frôlé l'état d'urgence. L'objectif, c'est donc de reconquérir en priorité les insatisfaits. Tarifs, réservations, confort, temps de transport, les motifs ne manquent pas. Alors depuis quelques mois, les promotions commerciales fleurissent dans les gares. Une opération de charme insuffisante pour faire revenir en masse les gens au chemin de fer, car elle ne règle pas les problèmes sur le fond. La SNCF a perdu 7 millions de voyageurs l'année dernière, c'est considérable. Elle a pris effectivement quelques mesures, c'est un premier pas, mais ça ne suffit pas pour nous. Il faut absolument simplifier la tarification, réduire le nombre de niveaux de réservation sur les TGV et également aménager les tarifications des abonnements, en particulier sur le TGV Nord. Les usagers sont appuyés par le récent rapport du préfet Gilbert Carrère, rapport qui souligne lui aussi que la reconquête de la clientèle passe par une simplification du système. D'ailleurs, même à la SNCF, cette simplification est aujourd'hui le premier sujet de réflexion. Réflexion à la fois sur les prix de première classe, sur les niveaux de TGV, mais également sur les produits pour les abonnés. La période des vacances, c'est vrai, fait remonter le nombre de voyageurs. Mais la SNCF n'a pas de temps à perdre, car la concurrence, aérienne notamment, n'attend pas. Une réunion avec les usagers est prévue le 13 septembre. Elle est présentée comme décisive pour l'avenir du rail. Le tunnel sous la Manche serait-il d'ores et déjà boudé par les transporteurs routiers? L'activité fret a en tout cas diminué d'1 tiers lors des 15 premiers jours d'exploitation commerciale à plein tarif de la traversée du tunnel sous la Manche à Eurotunnel. On juge cette baisse purement saisonnière. Reportage Sébastien Bibert, Clément Segel et Benoît Gadret. Voici le terminal fret d'Eurotunnel aujourd'hui à Calais, pratiquement désert. Depuis début août, une centaine de camions à peine empruntent le tunnel chaque jour. Évidemment, en plein mois d'août, l'activité économique tourne au ralenti, mais Eurotunnel vient aussi d'augmenter ses tarifs après une période de prix promotionnels. Chez la société franco-britannique, on minimise cette baisse du trafic tout en reconnaissant à demi-mot que la question du prix de la traversée est cruciale. Il est certain qu'il y a eu une guerre des prix entre les sociétés de ferry qui dure d'ailleurs depuis un certain temps. Éventuellement, nous en tirerons des leçons si tel ou tel ajustement doit être fait.
Pour le moment, les compagnies de transport routier préfèrent les ferries, 20% moins chers. Les chauffeurs apprécient la croisière et leurs patrons sont encore liés par contrat aux compagnies maritimes. La question de traverser, disons qu'on a plus le temps en ferry. On peut, disons, le temps de la traversée, manger, se laver. C'est plus confortable. Oui, c'est plus confortable, oui. Il faut attendre la fin de l'année 94 pour constater un changement significatif en faveur d'Eurotunnel, si Eurotunnel arrive à proposer des conditions tarifaires convenables. La rentrée va donc être intense en tractation. D'un côté, des compagnies de transport routier qui ont désormais le choix entre le bateau et le souterrain, elles sont en position de force. De l'autre côté, Eurotunnel joue très gros. La société doit convaincre les transporteurs qu'il leur faut payer plus cher pour aller plus vite. Après cette plongée sous la Manche, ou plus précisément la mer du Nord, je vous propose maintenant de respirer au grand air en montant dans un autre convoi, le train jaune, qui se promène tranquillement dans les superbes paysages de Cerdagne. Une ligne construite au début du siècle dans un but purement utilitaire et qui fait maintenant la joie des touristes en voiture avec Isabelle de Lyon et Olivier Combe. Chacune de ces arrivées est attendue impatiemment, comme une promesse de dépaysement et de grand air, le petit train jaune de Cerdagne. D'abord, il est petit, et il a une couleur différente, il a une couleur jaune, et puis c'est tout. C'est tout, mais cette ligne la plus haute de France est devenue au fil du temps un véritable monument ambulant des Pyrénées-Orientales. Coqueluche des touristes en été qui ne demandent qu'à se laisser brinque-baller dans sa voiture découverte, surplombant des vallées encaissées, s'accrochant à flanc de montagne. Tout le monde le connaît, alors j'étais tentée de le prendre plutôt que de monter en voiture. Quelle était ta bouffée? C'est impressionnant. 19 tunnels, des centaines de ponts, aqueducs, viaducs. La ligne électrique construite au début du siècle entre Villefranche de Conflans et la Tour de Carol a été l'occasion de révolutions techniques. Comme ce pont suspendu, l'ingénieur qui l'a conçu est mort le jour de l'inauguration dans le premier train d'essai non pourvu de frein. Vous surveillez sans arrêt la vitesse? En montée, il n'y a pas besoin de surveiller, ça va. On ne dépassera jamais la vitesse autorisée. En descente, il faut toujours la contrôler. Oui. 25-30 km/h de moyenne sur des pentes à 6%. Il faut 3 heures pour parcourir 63 km. Car le petit train jaune stoppe à de nombreux arrêts facultatifs. Il suffit de lui faire signe. Sur la route, il y a trop de monde. C'est trop dangereux. Et puis, la dernière partie, les 6 derniers kilomètres, sont trop raides. Emprunter le petit train jaune, c'est épouser le paysage, découvrir le Cap-Cyr, les villes les plus ensoleillées de France, Montlouis, Pont-Romeu. Une région splendide mais difficile d'accès au début du siècle. C'était une espèce de couloir où les seules diligences passaient pour aller de Perpignan jusqu'à Bourg-Madame. Et une fois que la ligne a été inaugurée, après pas mal d'avatars, pas mal de discussions, pas mal de controverses, ça a été quand même un dégagement complet et un épanouissement merveilleux. Souvent remise en question, ardemment défendue par les gens du pays, la ligne a été sauvée par les touristes. Elle reste utile. À son terminus, le petit train jaune assure la correspondance des Transpyrénéens. Alors, il a tout d'un grand. Dernière information, Terminator est à Paris. Arnold Schwarzenegger est en effet actuellement dans la Ville Lumière où il a 2 ou 3 choses à vendre. Pascal Deschamps, elle, n'est pas à acheter. Voilà une opération promotionnelle rondement menée. En quelques minutes, Schwartzy aura réussi à intéresser les Parisiens à 2 choses qu'ils ne verront pas avant des mois. Planète Hollywood, son restaurant, qui ouvrira sur les Champs en mars 95, et True Lies, son nouveau film, sorti prévu en octobre. De quoi mettre simplement l'eau à la bouche aux 500 fans qui étaient venus l'accueillir. Merci pour cet accueil chaleureux et merci à vous tous, merci à mes fans d'être venus. Mais l'important cet après-midi, c'était de le voir lui. Je suis déçue, je me suis venue pour le corps, j'ai vu que les cheveux. C'est bon, c'est un bon acteur, il est super. Il est pas si baraqué que ça. Il est très aimable et il est aussi beau et aimable que dans ces films. Parce qu'elle voulait l'inviter à la maison et puis elle n'a pas pu le joindre. Le restaurant autrichien, il est autrichien. Au menu du restaurant donc, cuisine américaine et française, sans oublier la spécialité de son pays d'origine.
Il ne donnera pas la recette de sa mère, mais la recette du film. Beaucoup d'action et une pincée d'humour pour une intrigue qui s'inspire de celle de La Totale, réalisée par Claude Zidi en 1992. May I see your invitation, please? Sure. Here's my invitation. Relevé bien sûr à la sauce hollywoodienne. Je me souviens, c'est mon beau-frère Bobby Shriver qui m'a dit qu'il venait de voir un adorable petit film français, très intéressant. Je lui ai demandé ce qu'il avait d'intéressant. Il m'a dit, l'intrigue est vraiment géniale. Tu devrais le voir. Je lui ai dit, bon, amène-le-moi. T'as vu tous ces films? Non, pas tous. Mais je vais essayer de voir Planète Hollywood. Bon, il y en a qui n'ont pas suivi, je recommence. Planète Hollywood, c'est le restaurant. Le film, c'est... Un peu moins baraqué que Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Alani, que vous présentera le dernier journal vers 23h45. Bonne fête aux Claires, sainte patronne de la télévision. Sainte Claire, priez pour nous. Dans un instant, la météo, signée Nathalie Riouet, avec davantage de soleil ce vendredi, mais toujours du vent sur la Corse. Si vous avez la chance d'avoir un ciel dégagé cette nuit, ne manquez pas d'observer les étoiles filantes. C'est le soir ou jamais. En vous donnant rendez-vous demain à 20h, je salue l'arrivée sur notre planète du petit Paul Escoubet, peut-être une future étoile du journalisme. Excellente soirée, à demain, merci.